Depuis plusieurs semaines déjà, le tumulte du déménagement dans les appartements Napoléon III a laissé à nouveau la place au silence. Ou presque. Dans la plus grande concentration, des dizaines de restaurateurs spécialisés en bois, sculpture, métal, textile, dépoussièrent, désencrassent, recousent et consolident les ornements et le mobilier de ce décor du Second Empire. Ce matin, j'ai passé la petite brosse avec l'aspiration pour éliminer tous les dépôts de poussière qui sont très épais, surtout sur les parties plates. Et à l'intérieur des petits reliefs des fleurs, etc. Une fois que ça est terminé, je peux décrasser le pouteau qui, lui, a un encrassement vraiment profond et très très gris parce que les carnations sont... C'est une peinture à l'huile claire. Et donc on sent les stries du pinceau, le passage du pinceau, là sur la cuisse. Ce n'est en effet pas la pierre qui est mise à l'honneur dans ces ornements en relief, mais son facsimilé, le carton-pierre, recouvert de peinture à l'huile. C'est loin d'être le seul exemple d'imitation. L'architecte Hector Lefuel fait preuve d'ingéniosité pour faire réaliser ce décor d'apparence luxueuse. Lefuel va recourir à des procédés assez économiques pour ce décor très théâtral. Il va utiliser le carton-pierre, le bronze doré par électrolyse, des peintures imitant les marqueteries Boulle dans les deux salles à manger, des peintures en faux marbre très nombreux. Lorsque on regarde avec attention, on voit à quel point cet échantillonnage est large de marbre représenté. Il y a là, bien sûr, une volonté de viser à l'effet, au paraître, d'avoir à moindre coût des décors très spectaculaires. C'est vrai pour l'utilisation du carton-pierre qui se développe dans l'architecture et le décor intérieur à cette date. C'est un mélange de colle, d'argile, de papier qui est travaillé par estampage, donc dans des moules, et qui a l'avantage aussi d'être très léger et très solide, qui durcit. La preuve, c'est que ces décors sont toujours là et que l'on peut dorer également. Une partie des ornements des salons Napoléon III est conçue au sein de l'Agence de l'architecture, à l'autre extrémité du Palais du Louvre. Cet espace impressionnant, à l'allure d'un grenier confidentiel, abrite encore quelques-uns des modèles ayant servi à la création des moulures des décors. Nous sommes dans la cloche Molien, donc le comble du pavillon Molien qui était élevé lors des grands travaux du Nouveau Louvre sous l'égide de l'architecte Hector Lefuel. Ce comble est caractéristique des prouesses technologiques du XIXe siècle avec l'usage important du fer, des éléments métalliques. Vous avez ici tout un jeu de croisillons, de plats, de tirants rivetés qui viennent soutenir l'ensemble de la charpente. Donc, à partir de 1858, l'agence d'Hector Lefuel s'installe ici dans le comble qui sert à la fois de lieu de travail et d'entrepôt pour une partie des éléments architecturaux qui ont permis la création et la genèse des décors, à commencer par des estampages des façades du Vieux Louvre, mais aussi des modèles préparatoires qui ont été réalisés par différents sculpteurs pour les différents décors que l'on retrouve dans les espaces notamment du ministère d'État. Alors, suivant les périodes du chantier, bien sûr, l'agence de l'architecte était plus ou moins fournie. Il y a eu entre 10 et 60 personnes simultanément qui travaillaient autour d'Hector Lefuel. Donc, il faut imaginer ces espaces d'activité d'entrepôt avec quand même régulièrement du passage aussi, puisque si tous les moules étaient conservés, c'était aussi pour faire une sorte de grammaire ornementale qui pouvait servir pour être dupliquée dans de nouveaux décors et puis exercer l'œil des différents sculpteurs qui étaient sollicités pour les travaux du Louvre et des Tuileries. Donc voici un exemple de modèle. Donc il s'agit d'un panneau de bois avec bas-relief prévu pour les décors du premier niveau de l'élévation du grand salon. Entre les pilastres cannelés se trouve ce mufle de lion avec le lion tenant dans sa gueule cette grande chute de fleurs, elle-même enrubannée. Donc, suivant les cas, les différents modèles permettaient de réaliser un décor unique qui avait été commandé pour un emplacement particulier ou bien qui servait d'échantillon pour faire une série. Guirlandes de fleurs, trophées, cariatides, atlantes et poutis. Lefuel intègre à ce décor foisonnant des ornements provenant de l'univers du théâtre. Le décor, effectivement, a un aspect très théâtral. Et cela est visible particulièrement dans le grand salon et le salon dit théâtre. Ce titre n'est pas anodin. Tout d'abord,
Le grand salon et le salon de théâtre sont séparés par un manteau d'arlequin, ce qui est vraiment un vocabulaire théâtral, avec un décor de putti portant des masques de théâtre. Donc on voit là vraiment une allusion très étroite. Donc il faut avoir aussi en tête qu'il y a une tribune pour les musiciens. Il était prévu qu'on puisse organiser des spectacles. Donc on sait qu'au XIXe siècle, on reçoit beaucoup et que dans les réceptions, souvent, il y avait des concerts, des pièces de théâtre ou encore bien sûr des bals. Et donc on pouvait disposer des spectateurs qui étaient installés dans le grand salon. Donc un des dessins de Le Fuel montre que l'on pouvait disposer 265 spectateurs sur 11 rangs dans le grand salon. Ils étaient donc tournés vers le salon théâtre où se situait la scène et pouvaient ainsi assister à un spectacle. Salle de spectacle et de fête, mais aussi lieu de travail au service du ministère des Finances pendant des décennies, les salons Napoléon III se distinguent du reste du palais par cet usage quotidien auquel ils sont destinés jusqu'en 1989. Si cet usage a laissé des marques certaines, aujourd'hui c'est surtout la poussière qui représente un danger contre lequel le combat semble interminable. La poussière, elle est composée d'éléments organiques et inorganiques. Elle est dangereuse pour les collections à plusieurs titres. Sur certains types de supports, elle peut être abrasive, comme par exemple sur des vernis ou sur des bronzes, ce qui signifie que la silice qui est contenue dans la poussière peut abraser les surfaces. Mais la poussière est aussi composée d'éléments organiques, et les éléments organiques peuvent être des éléments alimentaires, des cheveux, des squames, de la bourre de vêtements. Et tout ça est susceptible d'alimenter des insectes prédateurs du patrimoine. La poussière, à force de s'accumuler, finit par se coller à la surface et créer un encrassement qui fonce, qui ternit les surfaces. Tous les décors sont peints ou dorés. Donc de toute façon, quel que soit le support, on est avec une problématique de couche picturale par-dessus. Les décors étant exposés non seulement à la poussière, mais aussi au soleil, à la lumière, en fait, les matériaux vieillissent, se rétractent. On peut avoir des soulèvements de la couche polychrome. Et c'est là que ça peut devenir délicat, c'est-à-dire que quand on dépoussière, des fois, la surface est trop fragile. Pour venir tout de suite enlever la poussière, il faut consolider la surface avant de dépoussiérer. Et alors les fontes de bois, c'est un séchage du bois en fait extrême qui fait qu'il contient de moins en moins d'eau et donc en fait il se fend dans le sens de son veinage. Ça peut être problématique quand on est prêt à perdre un panneau ou qui devient instable. Bon, ici en général c'est juste un problème esthétique parce que ça crée une zone noire, un filet, gros filet noir. Et donc on a fait quelques flipos, c'est des incrustations de lames de bois en balsa. On utilise du balsa parce qu'il a une certaine souplesse. En fait, c'est lui qui va amortir plutôt les variations thermo-hygrométriques. Ce corridor étroit est particulièrement exposé au passage quotidien du public. Les parois souffrent par endroits de perte de matière. Plus qu'un simple coup de pinceau, plusieurs tests de teinte sont ici nécessaires pour retrouver les tons justes, à la fois de l'encadrement noir et de ce faux bois, qui ne doit pas manquer de tromper l'œil. Mais on commence à arriver là. Jaune et puis glacis dessus un peu plus foncé. Je réintègre les parties manquantes avec des petits traits de différentes couleurs. Là j'utilise la sienne naturelle, ombre brûlée, de gris de peigne et puis un petit peu d'ombre naturelle et ça passe assez bien. On essaie de retrouver exactement la structure du bois avec les différents veinages et puis tous les moirés. Donc on essaie de retrouver l'ombre, tout ça. Le but c'est de travailler en transparence pour vraiment avoir une matière qui vibre, avoir la couleur de fond, que ça ne fasse pas une tache. Comme on travaille à l'acrylique, il faut vraiment que ça soit fait... C'est étape par étape. Il faut attendre à chaque fois que ça soit sec pour se rendre compte du résultat. Coup de pinceau après coup de pinceau, le décor regagne ses couleurs et peut se redonner en spectacle. Dans le prochain épisode, découvrez comment les sculpteurs et doreurs soignent le mobilier précieux, en restaurant leurs parties manquantes et en leur rendant leur éclat.